Alors, j'enchaîne par la reproduction sexuée. Reproduction sexuée ou bien gamogonie. Alors, la reproduction sexuée est caractérisée par la fusion de deux cellules sexuelles complémentaires aux gamètes haploïdes. On parle d'autogamie lorsque les gamètes sont élaborés par le même individu. Exemple chez Actinophrys sol, qui est un actinopode, où l'individu rentre ses pseudopodes et s'enquiste. Il se divise et donne deux gametes, un mâle et un femelle. Chaque gamète devient par division successive un gamète. D'accord? Les gamètes fusionnent leurs pronucléi. L'œuf ou copula se rétracte et s'enveloppe d'une nouvelle membrane kystique. D'accord? Et nous avons par ailleurs l'hétérogamie. Alors l'hétérogamie, lorsque les gamètes sont élaborés par des individus différents, bien sûr, on a deux cas, la gamétogamie et la gamontogamie. Alors la gamétogamie, c'est lorsque les gamètes provenant d'individus différents, vous avez par exemple un individu 1, un individu 2, par exemple l'individu 1 dans le gamète femelle et l'individu 2 dans le gamète mâle, d'accord? Et engendre bien sûr un œuf diploïde. Alors, les gamètes, ils peuvent être morphologiquement semblables ou isogamiques. Je parle des gamètes. Ou bien les gamètes morphologiquement différentes. D'accord? Ils sont différents. On parle d'anisogamique. Ensuite, nous avons la gamontogamie. C'est l'appariement de deux gamètes, mâles et femelles. On va voir un exemple de gamontogamie, c'est la conjugaison. Alors, la conjugaison chez certains ciliés est une forme particulière de gamontogamie où les deux conjugants diploïdes s'accolent par leur péristome. C'est une face antérieure, d'accord? Après, le micronucléus de chaque conjugant se divise pour donner 4 noyaux haploïdes. Vous voyez ici 4 noyaux au niveau de chaque conjugant. D'accord? Le macronucléus, vous voyez ici qu'il dégénère. Alors, un seul des 4 noyaux subsiste dans chaque conjugant. Donc, un seul dans chaque conjugant. Alors, le noyau restant subit une nouvelle division ou bien mitose qui fournit deux noyaux haploïdes appelés noyaux fécondateurs. Alors, chaque conjugant garde un de ces noyaux fécondateurs et échange l'autre avec le partenaire. Vous voyez ici un échange de noyaux. Alors, chaque noyau migrant plutôt fusionne avec le noyau stationnaire. Il se forme ainsi dans chaque conjugant un noyau de fécondation diploïde appelé syncarion. Alors, les conjugants se séparent. Le noyau régénère un macronucléus en se répliquant plusieurs fois. Alors, tout à l'heure, lors de la reproduction asexuée, on avait vu que la paramécie mère se divise en deux pour donner deux paramécies filles, bien sûr, identiques à la paramécie mère. Alors, la question qu'on se pose ici, quel est l'intérêt de la conjugaison? On a deux paramécies au départ, vous êtes d'accord? D'accord. Et à la fin, nous avons deux paramécies. Quel est l'ajout? Qu'est-ce que la paramécie? Qu'est-ce qu'elle a gagné? Alors, la réponse est le brassage génétique. Il y a eu un remaniement génétique lors de l'échange du noyau. Il y a eu un brassage génétique entre les deux partenaires. Autrement dit, il y a eu un tonus. D'accord? Alors, concernant les cycles de reproduction,
Chez les protozoaires, le cycle de reproduction peut être haplobiontique. Dans ce cas, les individus sont haploïdes. Seul l'œuf qui est diploïde et subit immédiatement la méiose. C'est l'exemple de Plasmodium falciparum, ainsi qu'on va voir. Ou bien le cycle diplobiontique, où les individus sont diploïdes, seuls les gamètes sont haploïdes. D'accord? Et puis le cycle haplodiplobiontique, où le cycle présente une succession, de générations d'individus diploïdes et d'individus haploïdes. C'est l'exemple de l'Ephidium crispum qu'on va voir aussi. Alors, concernant le cycle de Plasmodium falciparum, d'accord? Alors, voyez ici que le moustique prend un repas de sang et libère les sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont se multiplier de façon asexuée, libérer les schizontes multinucléés. Après, il y a éclatement des hépatocytes et libération des schizozoïdes. Alors, chez schizozoïdes, il y a deux cas. Soit ils vont contaminer d'autres cellules hépatiques, d'accord? Soit contaminer les globules rouges. Alors, ici, au niveau des globules rouges, on assiste à une reproduction asexuée. D'accord? Éclatement du globule rouge. D'accord? Et libération des gametes femelles et gametes mâles. Et attendre la piqûre de l'anophèle. Alors, quand l'anophèle pique, elle absorbe le sang. Et avec le sang, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les gametes qui sont intactes, qui vont donner par la suite un macrogamète femelle et un microgamète mâle, qui sont comme vous voyez flagellés, d'accord? Ensuite, on assiste à une reproduction sexuée et formation d'un copula au niveau de l'intestin de l'anophèle, d'accord? Alors, ce copula va subir la méiose, d'accord? Et libérer les sporozoïdes. Ces sporozoïdes vont regagner les glandes salivaires du moustique et attendre la piqûre d'une personne qui n'est pas malade. Donc l'enjeu, c'est que la contamination ne se fait pas entre personnes, mais via l'anophèle. Et uniquement l'anophèle femelle qui a besoin bien sûr de sang pour la maturation des œufs. À noter que l'anophèle mâle, le mâle, il ne pique pas. D'accord? Alors, concernant le cycle de Plasmodium falciparum, vous allez remarquer qu'il est haplobiontique. Pourquoi? Parce que tous les individus, vous voyez, ils sont haploïdes. Seul l'œuf copula qui est diploïde. D'accord? On assiste par ailleurs à une phase de schizogonie, c'est-à-dire une reproduction asexuée chez l'homme. En haut, d'accord? Et une reproduction sexuée chez qui? Chez l'anophèle, ou bien gamogonie, ou bien reproduction sexuée chez l'anophèle. Alors, au niveau, si vous remarquez, au niveau de la schizogonie, nous avons deux phases. Une phase, on a dit, au niveau du foie, c'est une phase hépatique, ou bien exo-érythrocytaire. Et à droite, vous voyez une phase sanguine, ou bien endo-érythrocytaire. D'accord? Bien sûr, on l'a déjà dit, c'est un cycle qui est haplobiontique. Alors, concernant Elphidium crispum, alors c'est une espèce par ailleurs qui est littorale. Elle vit dans le littoral, dont le test est formé de plusieurs loges disposées en spirale. Alors, pour le cycle d'Ephidium crispum, il est haplodiplobiontique et on va savoir pourquoi. D'accord?
Alors, vous voyez ici, Ilphidium crispum, il est à 2N chromosomes, un gisante à 2N chromosomes. Il va subir ensuite une phase de croissance, une multiplication nucléaire, suivie d'une méiose, d'accord? À terme de la croissance, on assiste à une libération des schizozoïdes à N chromosomes. Ces derniers sécrètent un test de grande taille, qu'on appelle gamote. Alors, vous voyez ici, chaque schizozoïde va devenir un gamote de grande taille. Après, il y a multiplication du noyau d'un gamote, un chromosome, et par voie de conséquence, il y a libération des gamètes. Après, il y a une population de gamètes issus de gamotes distincts. Autrement dit, par exemple, ce gamote, il va libérer ce gamète-là, mais un autre gamote va libérer ce gamète-là. D'accord? Vous voyez ici, il y a copulation qui aboutit à un copula à 2N chromosomes. D'accord? Et le cycle reprend. Donc, revenons aux gamètes. Donc, vous voyez ici que les gamètes, on a déjà dit qu'ils sont issus de gametes différents. Donc, c'est une gamétogamie. Et vous voyez que les gamètes sont morphologiquement identiques. Donc, il s'agit de quoi? D'une gamétogamie isogamique. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ici, à droite, on assiste à une schizogonie. Donc, c'est une reproduction qui est asexuée. Alors qu'ici, vous voyez ici les gamètes, la formation d'un copula. Donc, il s'agit d'une reproduction sexuée ou bien gamogonie. Alors, bien sûr, c'est ainsi qui est haplodiplobiontique. Bien sûr, vous voyez ici le schizonte, il est à 2N. Après, les schizozoïdes, ils sont à N. Et puis, le copula à 2N. Donc, il y a une succession d'individus à N et à 2N chromosomes. Donc, effectivement, c'est un cycle qui est haplodiplobiontique. Alors, on va passer maintenant à l'enquistement. Qu'est-ce que c'est que l'enquistement? Le kyste est une forme de résistance aux conditions défavorables du milieu, par exemple changement de température, du pH, diminution de la nourriture, etc. Le protozoaire se déshydrate, rejette la plupart de ses enclaves, sécrète une coque de résistance et entre en vie ralentie. Alors, ces kystes arrondis peuvent assurer la propagation des espèces et puis la coque s'ouvre après et libère de nouveaux individus lorsque les conditions deviennent favorables. Alors, la question qui se pose, pourquoi les protozoaires n'ont pas disparu? Et la réponse, c'est que c'est grâce à l'enquistement. Quand les conditions sont défavorables, par exemple dessèchement d'un lac, par exemple, ils s'enquistent et quand les conditions redeviennent favorables, chute de pluie par exemple, ils reprennent la vie normale. D'accord? Alors concernant l'écologie des protozoaires, alors les protozoaires jouent un rôle écologique important dans les milieux aquatiques et les sols en tant que décomposeurs. C'est le rôle principal des protozoaires qui contribuent largement à retourner les éléments nutritifs vers les producteurs primaires et aussi comme consommateurs de bactéries et algues microscopiques, d'accord? Ce qui constitue en quelque sorte une boucle microbienne des lacs. Les protozoaires peuvent aussi s'associer avec d'autres organismes. D'accord? On distingue par ailleurs deux cas, il y a le parasitisme et le mutualisme et symbiote. Alors, on va voir chaque cas à part. Concernant le parasitisme,
Alors, les protozoa parasites peuvent être ectoparasites, mésoparasites ou bien endoparasites. Ectoparasite, c'est lorsque le parasite est présent à l'extérieur de son hôte, par exemple la peau ou bien la cavité buccale ou bronchiale, d'accord? C'est le cas de Trichodina qui parasite les poissons de l'extérieur, d'accord? Ensuite, nous avons les mésoparasites, c'est lorsque le parasite est localisé dans une cavité de l'hôte, communiquant avec l'extérieur, par exemple au niveau du tube digestif, d'accord? Ou bien endoparasite, eh bien dans ce cas, le parasite est présent dans les tissus, le système sanguin ou à l'intérieur tout simplement d'une cellule. C'est le cas de l'Eschmania, d'accord? Alors, concernant le cycle de l'Eschmania, alors vous voyez ici que le phlébotome prend un repas de sang, d'accord? Ensuite, les promastigotes sont phagocytés par les macrophages. Ensuite, les promastigotes se transforment en amastigotes dans les macrophages. Ces amastigotes se multiplient dans les cellules de différents tissus. Après, il y a piqûre et ingestion des macrophages parasités par les amastigotes. D'accord? Ensuite, il y a éclatement des cellules parasitées. Et puis, les amastigotes se transforment en promastigotes dans l'intestin du phlébotome. D'accord? Division dans l'intestin toujours du phlébotome, émigration vers les trompes. Et quand le phlébotome prend un repas de sang, il injecte par la suite ses promastigotes, d'accord? Et le cycle reprend. C'est-à-dire la contamination d'une personne saine qui n'est pas malade, d'accord? Donc, aussi dans ce cas, la contamination ne se fait pas de personne à personne, c'est le phlébotome, l'insecte, qui permet la transmission du phlébotome, d'accord? Alors, à noter que l'Eschmania est libre et flagellée chez l'insecte, d'accord? Et puis, elle est intracellulaire et sans flagelle chez l'hôte, qui est en général un mammifère, d'accord? Alors, concernant le mutualisme et symbiote, on va traiter un exemple de symbiotisme, le cas d'association tripartite, protozoaire, bactéries et termites. Il s'agit d'un symbiotisme. Ça veut dire quoi? Que tous les trois, ils profitent. Aussi bien le protozoaire, la bactérie et la termite. Alors, pour ce cycle-là de symbiotisme, les termites, alors est-ce que vous connaissez les termites? Les termites, ce sont les fourmis blanches qui provoquent des trous au niveau du bois. D'accord? Alors, ces termites sont xylophages, d'accord? Mais ils ne possèdent pas les enzymes qui dégradent la cellulose, d'accord? Contrairement à Trichonympha, Trichonympha c'est un protozoaire qui contient les enzymes qui dégradent la cellulose. Donc Trichonympha, qu'est-ce qu'elle fait? Elle concasse, elle phagocyte les fragments de bois qui sont déjà concassés par les termites. Donc, autrement dit, les termites, ils concassent les bois, d'accord? Et après, Trichonympha, elle phagocyte les fragments de bois, d'accord? Digère la cellulose,
d'accord, et rejette la lignine qui sera utilisée par les bactéries, d'accord. Alors, ces bactéries y dégradent les déchets puriques pour libérer l'azote, d'accord. L'azote qui va être facilement utilisable par les termites, d'accord. Alors, l'intérêt de cette association, c'est la libération des éléments nutritifs et aussi l'abri et l'alimentation. Donc, autrement dit, le protozoaire, ce protozoaire, il est logé et nourri. Donc, une termite, voilà la termite, sans trichonnympha, elle meurt. D'accord? Alors, revenons maintenant à la systématique. Alors, c'est quoi la systématique? C'est la science de la classification des êtres vivants. Cette classification des protozoaires est basée sur la nature de l'appareil locomoteur et le cycle de développement. Parce qu'on peut avoir le même appareil locomoteur, d'accord, mais le cycle de reproduction diffère. Alors, on commence par le phylum des Sarcomastigophora. Alors, Sarcomastigophora, c'est un mot qui est composé par trois parties. La première partie, c'est sarco, qui vient du nom latin sarcodes, charnu, fait référence à pseudopode, d'accord? Mastigo, du nom latin mastigos, fouet, donc flagelle. Et puis la troisième partie, fora, du nom latin foros, ça veut dire qui porte. Donc le phylum des Sarcomastigophora regroupe les protozoaires qui se déplacent par flagelle et par pseudopode. Alors pour les flagellés, ils se déplacent par les flagelles. Pour les rhizopodes, ils se déplacent par pseudopodes. Et enfin, les actinopodes, ils se déplacent par les axopodes. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, pour les flagellés, vous voyez ici, il y a des protozoaires qui ont un seul flagelle. C'est le cas de Trypanosoma, avec un seul flagelle. Il y a ceux qui ont deux flagelles, c'est le cas de Codonozyga botrytis, vous voyez ici avec deux flagelles. Ensuite, vous voyez ici Trichonympha avec ses nombreux flagelles. Alors, pour les rhizopodes, vous voyez ici l'amibe, que vous connaissez maintenant très bien, qui est par ailleurs parasite. Vous voyez ici c'est pseudopode. Et vous voyez ici Arcella à gauche et Difflugia piriformis qui sont libres et présentent des coques protectrices. Ici la coque protectrice et ici la coque protectrice. Alors, pour les actinopodes, nous avons par ailleurs l'amphilange et l'angata, présentant des pseudopodes en faisceau, d'accord? Et Acanthostorus purpurascens, présentant des fibres circulaires et des fibres radiales, d'accord? Alors, le deuxième phylum, c'est le phylum des Apicomplexa. Ce sont par ailleurs des protozoaires qui ne possèdent aucun moyen de locomotion, ni flagelle, ni pseudopode, ni cils vibratiles. D'ailleurs, le A, c'est-à-dire la négation, on l'a déjà vu tout à l'heure, apicomplexe, c'est-à-dire sans moyen de locomotion, ni flagelle, ni pseudopode, ni cils vibratiles, d'accord?
On a par ailleurs deux exemples. Nous avons l'exemple de Stylostephalus longicolis appartenant à la classe des Gregarina. Alors, c'est un parasite par ailleurs de l'intestin moyen d'un coléoptère, Blaps mortisaga, d'accord? Et puis, vous voyez ici un schizozoïde mûr de Sarcocystis tenella, d'accord? Appartenant à la classe des Coccidia. À noter que cette classe comprend aussi Plasmodium falciparum. Aussi, une remarque pour les apicomplexes, tous les apicomplexes sont parasites. D'accord? Alors, on passe au troisième et dernier phylum, c'est le phylum des Ciliophora. Vous voyez ici quelques exemples. Le premier exemple, c'est Ophriocodex caudator, euh, Paramecium, que vous connaissez maintenant très bien. Vous voyez ici Codonella. Ensuite, le stentor, d'accord, et Stylonica. Alors, c'est vraiment les points essentiels à retenir sur ce chapitre consacré aux protozoaires. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.